Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Dans un instant, ce sera la belle équipe avec Elliott Deval et ses invités. Mais avant, un mot sur votre actualité. À quelques heures du réveillon, c'est la ruée pour aller se faire tester dans les pharmacies. Face à la menace du variant Omicron, les Français préfèrent rester prudents avant de se retrouver entre amis ou en famille. Yann Effelé est allé prendre le pouls du côté des professionnels. Il s'est rendu dans une pharmacie de la région parisienne. Regardez. Du monde encore aujourd'hui dans les pharmacies et les laboratoires. Il faut dire qu'ici en région parisienne, il y a une inquiétude supplémentaire. Le taux d'incidence est tout simplement 2 fois supérieur à la moyenne nationale, plus de 2300 cas positifs pour 100 000 habitants. Alors avant de se retrouver entre amis, entre familles pour fêter la nouvelle année, ils sont un certain nombre à vouloir prendre un maximum de précautions. Je vous propose de les écouter. Oui, on s'est passé le mot et toutes les personnes se sont testées ce matin pour pouvoir passer une bonne soirée ce soir. Parce qu'une personne n'est pas vaccinée dans le groupe, donc on la protège. Parce que je pars en vacances. Ouais. Et puis je compte faire un repas ce soir, donc du coup je voudrais pas être contaminé et contaminant pour les autres. Pour la soirée de ce soir, tous nos amis, on s'est dit qu'on devait se faire tester avant d'y aller pour être sûr. Et on attend une fréquentation comparable à celle de la semaine dernière. Sur la seule semaine de Noël, 1 million de tests par jour ont été réalisés en France. Regardez cette belle image, c'est au tour de l'Australie de basculer en 2022. Tout à l'heure, je vous montrais les images de la Nouvelle-Zélande. Et bien là, l'Australie aussi entre dans la nouvelle année. Ce sera ensuite au tour d'une bonne partie de l'Asie. On suivra tout cela sur notre antenne, évidemment. Les forces de l'ordre seront plus que jamais mobilisées ce soir. Plusieurs localités ont pris la décision d'imposer de nouvelles restrictions. Pas de feux d'artifice, justement. Pas de consommation d'alcool sur la voie publique. Marie Aubazac, on va faire un point avec vous sur ces mesures. Comment va-t-on pouvoir fêter le passage à la nouvelle année avec toutes ces restrictions ? Alors, bien d'abord, pour limiter les rassemblements, là où la distanciation sociale n'est pas possible, il n'y aura pas de feux d'artifice à Paris, pas non plus de concert place de l'Étoile pour éviter qu'il y ait trop d'affluence sur les Champs-Élysées. Plusieurs villes de France ont annulé leurs feux d'artifice à Rennes, Serre-Chevalier, au Lavandou. Il n'y aura pas à La Rochelle de Bâle du Nouvel An. Impossible aussi de sabrer le champagne devant la Tour Eiffel puisque le préfet de police interdit la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique à partir de 18h dans les zones très fréquentées de la capitale et de manière générale partout en France. Les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdits. Vous ne pourrez pas non plus danser jusqu'au bout de la nuit dans un bar puisque à Paris mais aussi dans les départements du Nord, les établissements fermeront à 2h du matin et il sera strictement interdit de danser. Dans le Var, les bars fermeront même plus tôt à 1h du matin et dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas d'horaire de fermeture mais par contre, la musique est interdite, une mesure d'équité vis-à-vis des discothèques. Enfin, si vous êtes dehors au 12e coup de minuit, vérifiez que vous n'êtes pas dans une des communes qui a obligé le retour du masque à l'extérieur. C'est le cas par exemple à partir d'aujourd'hui à Paris, à Lyon, dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise ou encore dans les Pyrénées-Orientales. Il y aura ce soir de nombreux contrôles de police et si vous ne respectez pas ces règles de distanciation sociale, d'interdiction de consommation sur la voie publique, de consommation d'alcool ou si vous ne portez pas le masque à l'extérieur, vous risquez une amende de 135 €. Merci beaucoup Marie Aubazac. Et comme pour Noël, ils seront nombreux à passer le réveillon de la Saint-Sylvestre tout seuls car positifs à la Covid. Alors à quoi va ressembler leur soirée ? Quels sont les conseils des professionnels ? Alice Delage, Inès Sabatier et Clémence Barbier ont recueilli leur témoignage. Écoutez. C'est dans sa chambre que Carla passera sa soirée du Nouvel An. Testée positive à la Covid-19 il y a quelques jours, elle est contrainte de s'isoler. Je devais passer le week-end au ski avec mes copines pour le Nouvel An. On s'est dit, pour éviter de se refiler ce week-end, on se fait tester et j'étais positive. C'est la même routine. Voilà, ma mère m'apporte un plateau repas. Un plateau repas et un film, c'est ce qui attend aussi Maxime, contaminé par sa famille. Bon, tout tombe à l'eau. Le Nouvel An, ça reste quand même un événement assez spécial où tu te retrouves pour fêter la fin de l'année et le début de la nouvelle. Le fait que tu sois un peu pris au dépourvu, c'est vrai que c'est quand même un peu pénible, quoi. Comme lui, des milliers de Français positifs sont contraints de vivre les dernières heures de 2021 seuls. Pour éviter la déprime, cette psychologue donne quelques conseils. Vous avez des personnes qui risquent de déprimer. Pour aider toutes ces personnes, évidemment, ça pose la question de notre solidarité, de ne pas oublier des personnes seules, les appeler au téléphone, peut-être faire des zooms.
Pour limiter de nouvelles contaminations, le gouvernement recommande aux Français d'éviter les rassemblements lors de cette soirée de la Saint-Sylvestre. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est Elliot Deval et ses invités pour la belle équipe. Et je crois bien que vous repartez à Sydney pour la nouvelle année. Exactement, Audrey Berthaud, merci beaucoup pour cette édition. Regardez ces belles images donc en Australie, le feu d'artifice pour célébrer l'année 2022. Belle année à nos amis australiens, regardez ça. Franchement, on est un peu jaloux aujourd'hui. Voilà ce qu'on ne verra pas sur les Champs-Élysées. Un feu d'artifice, une ambiance très festive. La belle équipe avec Philippe Guibert, qui est à côté de Philippe Bilger. Attention à ne pas confondre. Attention, piège. Gabriel Cluzel est avec nous également. Bonjour Gabriel et William Tay. Qu'est-ce que vous en pensez de ces images, Philippe Bilger? Je les trouve belles, mais je le regrette pas ici. Ah bon? Je ne suis pas un fanatique de la fête obligatoire. Je l'entends. Philippe Guibert, qu'est-ce que vous en pensez? Influencé par Philippe Muret. Qui critiquait la fête permanente. Il y en a de pire. Mais c'est quand même de très belles images qui font quand même très envie. Donc ne serait-ce que de voir les images, ça nous console un tout petit peu de ce 31 que je trouve un peu triste et auquel il faudrait donner un peu d'optimisme. D'optimisme, un peu de joie. Ça va être aussi l'idée de la belle équipe. Aujourd'hui, on va beaucoup commenter les vœux des candidats à la présidentielle tout au long de cette émission. Et ça y est, Éric Zemmour a présenté ses vœux, Marine Le Pen, Anne Hidalgo. Éric Zemmour a dû nous remonter le moral. Vous allez... on va l'entendre, vous allez voir. Un peu de William Tay, quand vous voyez ces images, qu'en pensez-vous? Je suis un peu jaloux parce qu'ils arrivent à fêter alors qu'ils ont par ce moment la même situation sanitaire que la nôtre. Et donc du coup, on peut montrer qu'il y a d'autres voies possibles que la voie de la restriction à tout azimut. Et que malgré tout ce qui se passe, on peut, même si la situation est inquiétante, on peut toujours avoir un peu d'optimisme. Il faut se rappeler quand même que les Français et globalement l'humanitaire aussi à trouver un vaccin à une crise sanitaire en moins d'un an. Et donc du coup, il faut montrer un peu d'optimisme. Et je pense que 2022 sera mieux que 2021 et 2021 était meilleur que 2020. Et justement, sur la crise sanitaire en Australie, je suis en train de découvrir les chiffres. Alors, ils sont à 18 000 nouveaux cas par jour. Mais pour le coup, quand vous voyez le graphique, on voit une explosion du nombre de cas en Australie. Un petit mot, Gabriel, sur ces images. Alors oui, moi je suis pas pour la fête obligatoire, mais je suis pas non plus pour la non-fête obligatoire, vous voyez. Donc c'est quand même la fête, ça a une vertu. La fête, ça permet aux gens précisément d'évacuer leurs angoisses, de faire part de leur joie, de s'amuser. On se plaint, on semble s'étonner qu'il y ait des sondages montrant que les Français sont pessimistes, mais on se rend compte qu'on ne leur donne aucune occasion de se réjouir. C'est quand même assez innocent, un feu d'artifice. Moi, je trouve ça beau, j'ai toujours aimé les feux d'artifice. Et on a l'impression qu'en plus, il y a une conjonction des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire la fête. C'est un vrai sujet. On est entouré de faces de carême avec des mines longues comme un jour sans pain. Alors, les Noël, c'était l'arbre qui n'était pas écolo. Les lumières, moi, je trouve toujours que les maires sont extrêmement radins avec leurs illuminations de Noël, sauf en Alsace, peut-être parce qu'ils doivent se juger que sur un plan énergétique, c'est pas bon. Non, mais et on voudrait que les gens ne soient pas neurasthéniques, mais au contraire, faisons des feux d'artifice. C'est ça qui est merveilleux. Non, c'est vrai, je trouve ça extrêmement frustrant. Philippe Bilger, avez-vous perdu le sens de la fête? Non, mais j'ai toujours eu, comment dirais-je, une passion pour la fête singulière. Alors, je rejoins Gabriel, je ne suis pas tout de même aussi rabat-joie que de ne pas trouver. Mais disons, d'abord, Gabriel, je ne suis pas sûr qu'heureusement, on nous ait enlevé toutes les occasions de nous réjouir tout de même. Il reste des choses, même en 2021, qui représentent un peu d'espoir. Et comme l'a dit William, 2002 sera forcément mieux. Alors 2022, parce que 2002, c'était il y a 22 ans. Pardon, en effet. Sera forcément mieux. Ça ne peut pas être pire que 2021. Et puis on a une élection présidentielle dont on a l'air d'oublier qu'elle sera importante sur le plan démocratique. Et je peux vous dire que les candidats, ils ne l'ont pas oublié. Quand on entend les vœux des candidats, dans un instant, on va pouvoir les découvrir. Tous ont la présidentielle en ligne de mire. C'est assez intéressant. On essaiera aussi de voir en termes d'image, comment ils ont présenté leurs vœux. Alors, Marine Le Pen, Éric Zemmour, il y avait un fond musical, des images, des illustrations. C'était beaucoup plus sobre concernant Anne Hidalgo. Faut-il y voir un signe, William Tay, là-dessus?
La difficulté pour les candidats à la présidentielle, c'est qu'ils vont présenter leurs vœux alors que les Français se désintéressent d'eux parce qu'ils sont centrés sur la crise sanitaire. En fait, depuis qu'on a l'apparition de la 5e ou 6e vague Omicron, désormais la situation, quand on est tous rentrés chez soi pour fêter Noël, et quand on discute auprès des familles respectives, ils sont centrés uniquement sur la crise sanitaire. La difficulté, c'est de présenter une perspective alors que la situation est inquiétante. Il faut à la fois ménager le volet protecteur, mais également le volet optimiste. Et c'est ça qui est difficile pour tous les candidats, et se démarquer par rapport au président de la République, qui seront les vœux les plus attendus ce soir. Et justement, là aussi, des vœux à 20h du chef de l'État à découvrir sur notre antenne. Une antenne aussi exceptionnelle sur CNews à partir de 23h jusqu'à 1h du matin, parce que vous savez qu'il y a des gens quand même qui sont isolés. Il y en avait 500 000 Français le soir de Noël. Vous avez vu avec les nouveaux chiffres, plus de 200 000 cas en 24 heures. On imagine qu'ils sont des centaines de milliers à être contraints d'être à la maison ce soir. On pense évidemment à eux. Édition spéciale à partir de 23h, donc pour célébrer cette nouvelle année. En attendant, le dernier kilomètre de ce marathon 2021. Marathon un peu compliqué, pour ne pas dire covidé. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'année, mais aussi et surtout à 100 jours du premier tour de la présidentielle. Conséquence, les vœux 2022, je le disais, des candidats s'enchaînent. Éric Zemmour est le premier à avoir donc présenté ses vœux. C'était à 11h ce matin sur les réseaux sociaux. Écoutez, c'est ce qu'il a dit. Sa ligne directrice, elle est claire, la reconquête. Plus tard, je vous le promets, nos descendants diront de nous, en 2022, ils ont été courageux, ils ont été clairvoyants, ils ont été grands. Ils ont été à la hauteur fidèles à leur nation. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en la France. Ils ont été audacieux, intelligents, travailleurs et ambitieux. Ils ont été français. On dira de nous, ils sortaient d'un quinquennat cauchemardesque, fait d'un néant présidentiel sans forme ni fond, de déclassement économique, de pandémie incontrôlée, d'insécurité envahissante, d'immigration délirante et d'islamisation galopante. 5 ans d'affaiblissement de leur identité et, à la surprise générale, ils ont vaincu la fatalité. Et dans cette vidéo de 3 minutes, il termine par « Adieu Emmanuel Macron, bonjour la France ». Des vœux à l'image de ce début de campagne très offensif. Philippe Gilbert. Ah oui, moi j'avoue que tout en ne votant pas pour Éric Zemmour, s'il a les signatures, je ne peux jamais me déprendre d'une admiration pour son talent. Il est clair que, et j'en ai assez qu'on le qualifie d'extrême droite, pour moi, la meilleure définition a été donnée récemment, hier, je crois, Elliot, par un esprit très fin, Alain Gérard Slama, qui a parlé de républicains radicalisés. Ça me paraît beaucoup plus juste que de mettre ensemble Marine. Mais ceci étant dit, je trouve que le mélange de constat sombre et d'enthousiasme artificiel, je ne sais pas si ça peut convaincre. Le décalage entre cette petite musique, ce fond musical et ce côté offensif, je vous présente mes excuses, Philippe. J'ai dit Philippe Gilbert au lieu de Philippe Bilger. Mais c'est parce que, regardez, j'ai l'impression de voir double, là. Mais c'est bien la première fois qu'on me fait passer à gauche. Allez-y, Philippe Gilbert. Je trouve que une des grandes réussites de communication d'Éric Zemmour, c'est ses petites lunettes fines. Vous avez remarqué, depuis son entrée en campagne, il a ces petites lunettes fines qui adoucissent son visage et qui, du coup, font un contraste avec ses propos qui sont, en général, pas d'une grande modération. On peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Et donc, j'admire cette trouvaille. Je ne sais pas qui l'a aidé à mettre ces petites lunettes qui ont changé son visage et qui du coup, donnent un côté bienveillant, intellectuel à des propos qui sont parfois légèrement excessifs. Ça peut faire intellectuel Bolcho aussi. Oui, alors le côté bolchevique chez Éric Zemmour est à chercher... à creuser, on va dire. À creuser. Éric Zemmour montre qu'il est un des candidats qui a le plus de talent, notamment sur l'expression et sur le côté littéraire. C'est un président qui renoue en fait avec le politique littéraire, et en ce sens, on peut le saluer. La difficulté qu'il a, c'est qu'en fait, il essaye de réconcilier des objectifs qui sont contradictoires. Il essaye d'apparaître comme plus mesuré, alors qu'il est reconnu pour son qualité radicale. Il essaye d'apparaître comme plus présidentiel, mais d'un autre côté, c'est un candidat hors système qui doit abattre les codes du système. Et donc, en fait, il essaie de réconcilier des objectifs qui sont complètement contradictoires. Il doit montrer un constat qui est décliniste, mais en même temps, il doit montrer une perspective optimiste. Sinon, dans ce cas-là, il n'a aucune chance d'être élu. Et je pense qu'il est face à des objectifs contradictoires qui sont très compliqués, et notamment du fait qu'il doit réconcilier des droites qui ne se sont jamais réconciliées. C'était la droite gaulliste et la droite pétainiste. Et en fait, ces deux droites se sont séparées à partir de la guerre d'Algérie. Elles n'ont jamais été réconciliées, ce qui a abouti à la création du Rassemblement national. Et depuis cette perspective-là, et notamment le fait que Jacques Chirac ait mis un cordon sanitaire, il essaie de réconcilier des droites qui sont quasiment irréconciliables. Gabriel, quand vous voyez les vœux d'Éric
Éric Zemmour. Vous en pensez quoi ? Alors, de fait, c'est un tribun formidable. Je pense qu'il y a des gens, et donc à chaque fois qu'il a un morceau de bravoure de ce genre-là à faire, il est toujours excellent. Et je pense qu'il y a des gens qui voteront pour lui simplement pour le plaisir de le voir dans le débat de l'entre-deux tours, vous voyez, parce que certains se disent ça promet d'être un grand morceau d'anthologie. Alors, il n'a pas la tâche facile, mais simplement pour revenir sur son intervention, je ne crois pas qu'il soit contradictoire de déplorer des mots et en même temps d'insuffler de l'espoir, parce que beaucoup de ces électeurs, enfin tous ces électeurs et beaucoup de Français, disons, parce que certains parmi l'électorat de Marine Le Pen et DLR partagent le même constat, ont le sentiment que les politiques leur disent tout va très bien Madame la Marquise, vous trouvez qu'il y a trop d'immigration? Mais non, c'est merveilleux. Vous trouvez que le pays se déclasse? Mais que dites-vous là? Regardez, tout ça c'est fantastique. Donc ils sont face à un médecin auquel ils disent j'ai très mal et qui leur répond mais non, prenez donc un Doliprane et ça va passer. Donc le constat d'Éric Zemmour ne les déprime pas. Parce qu'eux, ce qu'ils entendent, c'est vrai que ça va mal, mais on va se retrousser les manches et nous allons y arriver. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait le constat autour de cette table consistant à dire que ce serait contradictoire. Non, je crois que les deux fonctionnent bien ensemble. Moi, pardon, Philippe. Allez-y, Philippe. Il y a quelque chose, William, qui permettra à Éric Zemmour de sortir de cette alternative que vous avez évoquée. C'est le fait que son axe directeur, c'est d'y aller à fond de train, à fond de polémique contre Emmanuel Macron. C'est le seul qui va être aussi violent, virulent, décisif. Alors, vous allez entendre Marine Le Pen dans un instant. Là aussi, Marine Le Pen attaque en quelque sorte la politique d'Emmanuel Macron. Philippe. Juste un petit mot sur Éric Zemmour, parce que Gabriel, je trouve qu'on vit une présidentielle dans l'imaginaire de la menace. C'est-à-dire qu'il y a Éric Zemmour qui vous parle d'islamisation galopante, d'immigration, je ne sais plus quel est l'adjectif qu'il a utilisé, etc. Donc il pousse à fond le déclinisme. Une réalité. Non, c'est pas une réalité. L'islamisation galopante, on peut discuter. C'est la réalité. Et d'autres candidats vivent aussi dans cet imaginaire de la menace. C'est-à-dire, par exemple, du côté écologiste, vous avez un imaginaire de l'effondrement où on a l'impression que si on n'arrête pas tout de suite, le monde va s'effondrer. Je pense qu'il y a place dans cette présidentielle pour un discours réaliste, loin de cet imaginaire, j'ose pas dire ce fantasme, de l'effondrement, mais même quand vous du dites déclin total. C'est étonnant quand on parle de l'islamisation ou de la lutte contre l'islamisme. Eh bien, c'est pas un imaginaire, c'est un fait. Quand on parle de l'insécurité, la lutte contre l'islamisme est un fait. L'islamisation galopante est un fantasme. Selon pour vous, c'est un fantasme, Gabriel. La meilleure preuve que ce n'est pas un fantasme, c'est que Éric Zemmour et Marine Le Pen aujourd'hui rencontrent l'adhésion d'un pourcentage extrêmement massif d'électeurs, si on additionne les deux. Mais non, parce que mais bien sûr, parce que cette réalité est vécue par nombre de Français. Non, elle est et c'est vrai que là, vous rentrez dans la rhétorique. Moi, je trouverais plus honnête de dire, par exemple, sur ces mots qui ont été introduits, il faut lui reconnaître, par Éric Zemmour au centre de la campagne, qui sont ceux de grand remplacement. Je trouve que ce serait plus honnête de dire, écoutez, il y a un grand remplacement, mais moi, il ne me dérange pas. Plutôt que de le nier. Si vous voulez, ce qui dérange les Français, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire oui, mon quartier a changé, oui, la sortie des écoles a changé. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de grand remplacement quand même. Et comptez le nombre de mosquées aujourd'hui et comptez celles qu'il y avait il y a seulement une dizaine d'années, c'est arithmétique. Il y a une montée massive de l'islam dans notre pays. Et comment pouvez-vous le nier? Mettons-nous d'accord. Je peux le nier si je peux vous répondre. Ça ne vous dérange pas, c'est une chose. Je vais quand même. Attendez, on voit de grands remplacements. Bon, Philippe Guibert, répondez, ensuite on avance un peu. De grands remplacements ni en voie d'islamisation. Même pas. Je vais te répondre. C'est pas parce qu'il y a 6 millions de musulmans dans ce pays, sur un pays de 68 millions d'habitants, que nous sommes en voie d'islamisation. Si vous dites qu'il y a des quartiers qui sont islamisés, là je vous réponds oui, c'est l'évidence. Mais de dire que le pays est en voie d'islamisation galopante parce qu'il y a 6, 7... peut-être 8 millions de musulmans, parce que toutes les études qui ont été faites montrent que c'est 10% de la population ou moins. Je trouve que c'est du délire. Je trouve que c'est du délire. Et donc qu'on soit... je vous réponds. Et donc je vous dis qu'on soit préoccupé, je le suis aussi, par l'islamisme
avec tous les dangers qu'il recèle, et non seulement le terrorisme, mais aussi l'emprise qu'il peut y avoir sur des quartiers, sur les femmes, tout ça, je le partage complètement. Qu'on raconte aux Français qui vont être islamisés, c'est une blague. Écoutez, juste pour essayer de... Parce que je voudrais qu'on avance, parce que c'est pas vraiment le point, mais concrètement, et même factuellement, et pour le coup, là, Gabriel, vous avez peut-être raison, c'est-à-dire que le discours que porte Éric Zemmour, pour l'instant, est à 13 ou 14%. Le discours que vous portez et qu'on peut entendre par exemple à gauche, laissez-moi terminer, qu'on peut entendre par exemple à gauche chez Anne Hidalgo, fait 3%. Mais Hidalgo, elle porte aucun discours sur ce sujet, donc je ne pense pas que les 3%... Évidemment, parce qu'elle est dans le... je pense pas que les 3%... de la gauche, c'est ce déni. Elle le dit mais même... Non, je suis en total désaccord. Elle le dit dans son... Le déni, ce que vous appelez le déni, vous êtes en train de m'expliquer que si on pense que l'islamisation du pays, je parle du pays, du pays n'est pas exact, si on pense que le concept de grand remplacement n'est pas exact, on est dans le déni. C'est totalement faux. C'est une escroquerie intellectuelle. C'est une escroquerie intellectuelle. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une dynamique. Ça veut dire que ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un grand remplacement dans le pays? Non, la France n'est pas comme la situation des États-Unis où Trump a été élu parce que nous avions 30 à 40% de personnes d'origine hispanique, et ce qui avait conduit à l'élection de Donald Trump. En France, nous ne sommes pas cette situation-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans certains départements et dans certains quartiers, je dis pas le contraire. Les études de Jérôme Fourquet le montrent, c'est qu'un département comme la Seine-Saint-Denis, il y a des Français de souche et des populations de confession juive qui ont dû partir. C'est ce que Christophe Guilluy demande à France périphérique, parce qu'ils ont été grand remplacés dans leur propre département. Et ensuite, après, quand on regarde un deuxième point, quand on regarde, ce qui compte, c'est la dynamique. Non, mais ce qui compte, c'est la dynamique aussi, c'est la dynamique des naissances, et la dynamique des personnes d'origine et de confession musulmane est plus importante. Donc, à terme, les courbes peuvent se croiser dans une centaine d'années. Philippe Bilger, le mot de la fin avec Philippe Bilger. Est-ce que vous accepteriez le fait que vous sous-estimez, à partir d'une approche purement quantitative, l'influence délétère et nationale de cette islamisation? Vous ne parlez pas dans votre micro, Philippe. Les conversions à l'islam doivent représenter moins de 1000 personnes par an. Bon, on n'arrivera pas à s'accorder là-dessus. En revanche, Philippe Guibert, et là je me tourne vers vous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, qu'on partage ou qu'on ne partage pas ses positions, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'homme politique qui a dynamisé cette campagne présidentielle et cette rentrée politique à partir de septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est bien lui. Ah oui, ça c'est factuel. Il a changé cette présidentielle. Et il est évident que là, il change complètement la donne. Vous voulez un pronostic comme ça, si je ne me trompe pas. Je pense que le deuxième tour opposera Emmanuel Macron à Éric Zemmour. Je pense qu'Éric Zemmour... C'est bien de faire des pronostics le 31 décembre, parce qu'après, on peut être ridicule le 10 avril au soir. Vous prenez des risques. Je prends des risques. Mais je pense que le deuxième tour opposera Emmanuel Macron à Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour, et vous l'avez dit un peu, a la capacité de prendre à Marine Le Pen et à Valérie Pécresse. Et je pense que ça va être très difficile pour Valérie Pécresse de trouver la bonne ligne politique, mais peut-être y arrivera-t-elle. Mais c'est difficile pour elle de trouver la bonne ligne politique entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Donc si je dois faire un pronostic aujourd'hui, c'est que Éric Zemmour a la capacité, je pense, d'être au deuxième tour. Après, c'est autre chose de discuter de ses thèses et de ses propositions. Philippe Bilger, vous vouliez réagir. Dans une situation aussi floue qu'aujourd'hui, on a tous le droit de faire des pronostics. Moi, je crois que ce qui a été décisif chez Éric Zemmour, et ce que j'avais sous-estimé, ça a été sa capacité de passer du verbe médiatique au discours politique. Et Villepin, en ce sens-là, a représenté tout de même une fracture positive pour lui. Et depuis, pas seulement à cause du port des lunettes, il a peu à peu adapté un genre politique dont le risque doit être qu'il ne tombe pas tout de même dans la politique ancienne, puisque sa grande force, ça a été de ringardiser le verbe politique conventionnel. Et à midi, Marine Le Pen a également présenté ses vœux aux Français, même format qu'Éric Zemmour, c'est-à-dire un discours avec une musique de fond, des images d'illustration, vous allez le voir, et surtout un appel aux Français à être partie prenante dans cette campagne présidentielle pour éviter le déclassement de la France. Regardez. Aucun patriote ne peut se résoudre au déclassement de la France et à la dilution de la nation. Je vous invite non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à la faire.
non pas à la laisser défiler devant vos yeux, mais à y prendre part, comme citoyen, comme Français, conscient qu'il est des moments où dans l'histoire de notre pays, il appartient à la génération présente de se lever pour sauver le pays. Gabrielle Cluzel, Marine Le Pen, depuis quelques semaines, voire quelques mois, dégage une certaine sérénité qu'elle n'avait peut-être pas lors des campagnes précédentes. On peut dire que depuis plusieurs semaines, elle déroule une belle campagne, ça c'est évident, plus sereine, même si ça peut paraître paradoxal au vu de l'apparition d'Éric Zemmour dans le paysage médiatique, alors qu'elle confie que pour elle, elle n'y croit pas. Pour elle, c'est une bulle médiatique. Alors est-ce que c'est la méthode Coué, elle essaie de s'en convaincre, ou est-ce qu'elle en a la profonde conviction avec des éléments forts? L'avenir le montrera, parce que c'est vrai qu'il paraît difficile de penser qu'il y ait de la place pour deux candidats de cette fortement similaires. Hein. Moi, ce que j'en perçois, c'est que les électorats sont quand même relativement proches. On essaie de faire des différences sociologiques, les CSP+, d'un côté, les classes populaires de l'autre. C'est pas si arithmétique que ça, parce que c'est une lecture presque marxiste, vous voyez, de la société, une grille de lecture en classe sociale, alors que les deux sont dans un plus petit dénominateur commun qui serait l'amour de la France. Mais c'est plus sur la méthode et la capacité d'un candidat à y arriver, à faire bouger le système. Je dirais que la différence avec Valérie Pécresse, c'est que Valérie Pécresse est dans la réforme. Moi, ça m'a frappé, toujours dans son discours, elle dit « Moi, je suis une réformatrice, je vais réformer, je réformerai ». Et eux sont dans la rupture, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de refaire la couleur du papier peint, il s'agit de changer la maison. Donc c'est tout cela qui est extrêmement important. C'est vrai qu'elle parle du grand déclassement, c'est l'autre grande peur qui anime la France, on le dit, hein, on parle toujours du grand déclassement, du grand remplacement, qui en fait s'articule, les deux fonctionnent un peu ensemble dans l'esprit des électeurs. Et puis elle fait appel aussi aux gens, et ça c'est extrêmement important pour elle, à voter en réalité, parce que dans son électorat, les gens s'abstiennent énormément parce qu'ils ont l'impression que le système est trop fort et que tout est déjà plié. Là aussi, rien de plus éclairant, Elliot, que la comparaison que vous nous avez offerte entre le verbe d'Éric Zemmour et celui de Marine Le Pen. C'est un changement très net dans la tonalité. Deuxième élément, je trouve, Gabriel, en effet, vous avez très bien décrit Valérie Pécresse comme la candidate du réformisme, et précisément, à mon avis, c'est peut-être sa force, puisque qu'on apprécie ou non la radicalité de Marine Le Pen, toute relative aujourd'hui d'ailleurs, et celle d'Éric Zemmour, le caractère opératoire de telle politique peut être très largement discuté. Bon, les amis, la publicité, on revient dans un instant. Je ne pensais pas que pour la dernière de l'année 2021 dans la belle équipe, ça soit aussi musclé. On va voir après la publicité si ça continue. Et il est 14h30 sur CNews. Nous sommes toujours avec Philippe Bilger, Philippe Guibert, Gabrielle Cluzel et William Tay. Vous êtes sûrement en train de nous regarder, mais en train de préparer ce réveillon, le dernier jour donc de l'année 2021. On était en train de parler des vœux des candidats, des vœux très politiques, avec en ligne de mire évidemment la présidentielle. J-100 aujourd'hui. Hein. C'est une journée symbolique. C'est 100 jours avant le premier tour de la présidentielle. On a vu les vœux d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen. Regardons Anne Hidalgo, qui a aussi présenté ses vœux dans une vidéo un peu plus longue, parce que Marine Le Pen et Éric Zemmour, ça faisait à peu près 3 minutes. Là, ça fait un peu plus de 5 minutes, et elle se présente comme une alternative républicaine. Regardez. Quelle France voulons-nous ? Une France inégale, injuste, divisée, où ceux qui nous dirigent aujourd'hui, depuis 5 ans, expriment leur condescendance envers les plus modestes ? Une France pensée par le président sortant et la candidate de la droite, qui n'ont au fond qu'une seule et même référence, la prospérité de ceux qui sont déjà prospères. Philippe Bilger, c'est affligeant. Le discours est d'autant plus long, mais là, vous ne nous l'avez pas montré intégralement, que la pensée devient de plus en plus pauvre. C'est-à-dire que ça, même une personne de gauche convaincante, convaincue, n'ose plus sortir ses sornettes qui feraient que la gauche serait la seule à sauver la société française de la misère, de la détresse, de la solitude. Non, mais je trouve que c'est très dommage. Voilà une femme qui a eu une chance inouïe
d'être réélue maire de Paris alors que personne n'en voulait, et elle s'engage dans une voie présidentielle qui, à mon avis, risque d'être une grave impasse. Et les Français sont en train de la découvrir. Elle est à 3% dans les sondages. Je pense qu'Anne Hidalgo devrait comprendre qu'il faut qu'elle se retire. Il est urgent qu'elle se retire de cette élection présidentielle. Pardon d'être un peu brutal et violent, mais il y a un moment donné, quand même, quand on est dans l'échec d'une campagne, qui est une sorte de cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une campagne présidentielle, je crois qu'il y a un moment donné où il faut en tirer les conséquences, d'autant plus qu'elle ne cesse de dire, là elle a raison, que la multiplicité des candidats, sur une gauche qui est extrêmement réduite à 25% ou 27%, la multiplicité des candidats affaiblit évidemment encore plus. Voilà. Je pense qu'Anne Hidalgo n'a pas préparé du tout cette présidentielle, qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qu'était une campagne, de ce qu'était la France d'aujourd'hui. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'elle tire les conséquences de cet échec, parce qu'il faut bien parler d'échec. Parce que finir l'année à moins de 5% quand on a commencé en septembre, je suis désolé, c'est un échec. William T. On parlait tout à l'heure de grand remplacement. Je pense que le PS rêverait de la grand remplacée. C'est la candidate la plus nulle de l'histoire du Parti socialiste. Elle a quasiment aucune qualité. Elle peut même pas se prévaloir de son bilan de maire de Paris. Et en plus, sur sa ligne politique, elle est en train de renier tous les fondements du socialisme. Sur les questions économiques, la gauche avait entamé le tournant de la rigueur en 1983, qui était poursuivi par François Hollande avec le pacte des responsabilités, le CICE, et poursuivi par Emmanuel Macron. Et c'est la victoire. Et ça a permis à la victoire d'Emmanuel Macron. Donc sur les thèses économiques, elle se détourne complètement de l'évolution de la pensée social-démocrate qui se prépare dans tous les pays occidentalisés, que ce soit Obama aux États-Unis, Tony Blair au Royaume-Uni, Gerhard Schröder en Allemagne et aujourd'hui Olaf Scholz. Ensuite, sur la pensée républicaine, la gauche, dans l'imaginaire collectif, parce qu'on parlait d'imaginaire, a contribué à la création de la République et aux valeurs républicaines, les différentes lois de laïcité et les différentes lois séparant l'Église de l'État. Aujourd'hui, Anne Hidalgo collabore en partie sur la question de l'islamo-gauchisme en se tournant sur la gauche de la gauche. Ensuite, elle renie Samuel Paty. Elle adopte des thèses. La gauche était pour l'égalité et aujourd'hui, elle promouvoit la discrimination positive et la distinction entre les différentes races. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'idéal d'égalité de la gauche ? En fait, la gauche ne sait même plus où est-ce qu'elle habite. Avant, la gauche était l'idéal de l'universalisme. Ils ont participé à la construction de l'Europe. Il y a 20 ans, on adoptait la monnaie commune et l'euro, qui était une création de François Mitterrand. Donc, ils ont participé à une grandeur. On peut être pour ou contre l'Europe telle qu'elle est actuellement. Ils ont participé à une réalisation qui est fantastique d'un point de vue de création de sciences politiques. Et aujourd'hui, ils s'en détournent complètement pour rejoindre les frondeurs de Benoît Hamon et de Arnaud Montebourg. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un de gauche voterait aujourd'hui à gauche alors que les types de gauche, les candidats de gauche ne savent même plus où est-ce qu'ils habitent ? J'ai dit ce que j'ai dit sur Anne Hidalgo. Donc pas de mal de Jadot. Hein. Mais je vois pas où elle a renié Samuel Paty. Enfin, franchement, attention, il faut faire attention quand même. Elle a fait un pacte avec... Parce que vraiment, je pense pas que c'est une bonne candidate. Pour se faire réélire, pour se faire réélire, elle a pactisé avec Europe Écologie Les Verts, des Alice Coffin, etc., qui sont contre ces thèses-là. Voilà. Donc uniquement pour se faire réélire. Faire une alliance avec les écologistes, ça consiste à renier Samuel Paty. Quand vous faites une alliance, c'est grave ça. Quand vous faites une alliance, il y a plein de critiques à faire sur Anne Hidalgo. On va peut-être pas Alice Coffin. On va peut-être pas Alice Coffin, c'est une féministe hyper contestable dans cette majorité. Je répète, il faut faire attention à ce qu'on dit. Samuel Paty a été assassiné. Vous ne pouvez pas dire qu'Anne Hidalgo renie Samuel Paty. En tout cas, vous m'obligez à la défendre, mais on ne peut pas dire ça. Non, mais Anne Hidalgo, je vais prendre un exemple concret. Anne Hidalgo a constitué une majorité avec Europe Écologie Les Verts, qui a refusé. C'est autorisé, on est en démocratie. Oui, mais donc du coup, ils partagent un idéal et ils ont refusé. Quel idéal ? Ils ont refusé. Ils partagent un idéal de valeur, en tout cas. Sinon, vous ne faites pas alliance avec une majorité politique. Et ils ont refusé de rendre hommage à Samuel Paty sous la pression d'Europe Écologie Les Verts. Et elle a accepté. Mais je ne vois pas. Anne Hidalgo était à toutes les manifestations d'hommage à Samuel Paty. Franchement, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit effectivement là-dessus et sur des sur des sujets qui sont aussi sensibles et notamment celui de Samuel Paty. J'invite les gens à regarder la délibération du Conseil de Paris où les Verts se sont exprimés contre l'hommage rendu à Samuel Paty. On avance un tout petit peu parce que là on tourne en rond sur ce dossier. Emmanuel Macron, lui, adressera ses vœux à 20h aux Français, des vœux d'ailleurs à suivre sur l'antenne de CNews, les derniers vœux du quinquennat. Et sachez que c'est vrai que les vœux des présidents, c'est toute une histoire. On va essayer de revoir un peu tout cela avec Özlem Ünal et Inès Sabastier. Les vœux du président, une histoire française qui débute sous la Ve République avec le général de Gaulle. Surmonter les épreuves. Le général de Gaulle a voulu s'adresser directement aux Français sous forme d'une allocution brève. Ça dure entre 10 et 18 minutes. Depuis,
Chaque président essaye d'apporter sa touche, sa personnalité, quitte à casser les codes, comme Valéry Giscard d'Estaing, assis tranquillement au coin du feu. Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. L'occasion aussi de ne pas oublier la politique, porter un message optimiste. 1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons reculer et le chômage et l'inflation. La France est belle quand elle sait tout à la fois faire respecter ses règles et tendre la main. Parfois, l'actualité vient jouer les troubles faits. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Un discours qui résonne plus que jamais. Gabriel Cluzel, qu'attendre des vœux d'Emmanuel Macron ce soir ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il les a un peu déflorés déjà, parce que hier sur Instagram, il a posté une petite vidéo et qui commençait par des images de McFly et Carlitos, qui étaient pour le moins malvenus de mon point de vue. Moi, dans votre partage, il y a ces mots que je déteste, casser les codes. Moi, je voudrais virer les communicants qui cassent les codes. Avoir trop cassé les codes, on a tout brouillé. C'est quoi des codes ? C'est des signes, c'est des signifiants, c'est ce qui permet à la société de fonctionner. C'est ce qui fait que nous avons un logiciel commun. Donc, à force de casser les codes, il y a une confusion dans les fonctions, les rites traditionnels, et ça devient extrêmement pénible. Donc ce soir, il y aura forcément, ce ne sera pas la même grand-messe que d'habitude, si j'ose dire, pour utiliser un mot qui a une consonance sacrée, parce qu'il y a eu ces vœux avant. Alors on se souvient que c'est Giscard d'Estaing déjà qui avait, je crois que ça a été évoqué, qui avait voulu changer les normes. Moi je crois qu'au contraire, il faut revenir à plus de sacralité. Ce que j'espère, c'est que, en général, c'est un exercice dans lequel Emmanuel Macron est assez bon. Lui assis, c'est un bon orateur, disons-le. Quelquefois, c'est aussi pas tellement, il n'y a pas tellement plus d'épaisseur que dans un discours d'Anne Hidalgo, mais il le dit mieux, disons-le. En revanche, ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas convoquer les Français pour faire sa campagne électorale, parce que là, ce serait quand même malvenu et qu'il restera dans son rôle. En fait, j'irais même plus loin que vous, Gabriel. Je considère que, bien sûr, les vœux, c'est un rituel auquel je tiens, je ne manquerai pour rien au monde, à 20h. Mais au fond, il les a déjà donnés lors de cette émission de narcissisme très brillant durant 2 heures, où, s'adressant aux Français, il préparait par avance les procès qu'on pourrait lui intenter. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se passer de ces vœux de ce soir qui risquent de renforcer chez certains Français le fait qu'être un président tutélaire, apparemment, justifie à soi seul qu'on le fasse réélire. Philippe. Bon, c'est quand même une tradition qui doit remonter à De Gaulle, que les présidents de la République s'adressent aux Français le 31 décembre, et donc c'est tout à fait légitime que Emmanuel Macron le fasse. Je trouve qu'il a un exercice totalement inédit, puisque c'est les derniers vœux de son quinquennat, et qu'en même temps, on est en pleine crise sanitaire. Et donc, on va pouvoir jauger ce soir de sa qualité ou pas de chef d'État, dans sa capacité à donner une perspective à l'orée de cette année où on espère en finir avec la crise sanitaire. On a un mois de janvier néanmoins très difficile qui se présente, et en même temps avec une élection présidentielle, parce que c'est formidable, nous sommes en démocratie. Donc je trouve que les vœux d'Emmanuel Macron ce soir sont particulièrement intéressants, et je ne sais pas quelle réponse il va donner à cette équation étrange à laquelle aucun de ses prédécesseurs n'a été confronté. Moi, je souhaite qu'il donne un peu d'optimisme ou d'espérance. C'est ce qu'il avait fait l'année dernière, l'espérance, la résilience, c'était les mots de l'année dernière, les vœux de l'année dernière, donc ça va être très étrange de ne pas se répéter. Ça va être très étrange, mais il est confronté, d'ailleurs, lors de cette émission narcissique dont parlait Philippe, il avait dit « je ne peux pas parler de ma candidature tant que cette crise épidémique n'est pas terminée ». C'était il y a 3 semaines, et on ne pensait pas qu'Omicron et là, on est en plein dedans. Les cas positifs. Mais justement, c'est avance. insupportable. Ça. Et on avance. Cette espèce de feinte conventionnelle qui laisse croire, et les journalistes s'y croient, s'y laissent prendre encore. Il va à Brégançon, il dit
je sais pas, je vais réfléchir si je vais être candidat. Mais il n'a pas caché qu'il avait personne n'est naïf là-dessus. On avance. C'est vrai que tant qu'il doit prendre des décisions sur la pandémie, c'est pas évident pour lui. Et c'est pas évident, c'est évident pour personne. Et d'ailleurs, l'actualité aujourd'hui est majoritairement consacrée à la crise sanitaire. Vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas employé le mot Covid, ou presque, depuis le début de l'émission. C'était le cadeau de la belle équipe pour la dernière de l'année 2021. C'est l'intérêt de votre émission. Oui, mais alors sachez qu'on va en parler quand même un peu après, Philippe Bilger, de la crise sanitaire. En cette soirée de Nouvel An, 95 000 forces de l'ordre mobilisées et pour contrôler évidemment toutes ces restrictions qui ont été mises en place pour s'assurer que les restrictions sont respectées. Nous sommes avec Marie Aubazac. Marie, bonjour, fermeté et pédagogie ce soir. Oui, le ministre de l'Intérieur a envoyé cette consigne de fermeté au préfet pour éviter au maximum de nouvelles contaminations, avec une première règle: limiter les rassemblements là où la distanciation sociale n'est pas possible. Et donc les feux d'artifice ont été annulés dans plusieurs villes de France, à Paris, mais aussi à Rennes, Serre-Chevalier, au Lavandou. Les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdits partout en France. Vous ne pourrez pas non plus passer la nuit à danser dans un bar à Paris, mais aussi dans le département du Nord. Les établissements fermeront à 2h et il sera interdit de danser. Dans le Var, ils fermeront même plus tôt, à 1h du matin. Et dans le Loir-et-Cher, pas d'horaire de fermeture, mais la musique sera interdite. Une mesure d'équité vis-à-vis des discothèques. Enfin, si vous êtes dehors au 12e coup de minuit, vérifiez que vous n'habitez pas dans une commune qui a appliqué le port obligatoire du masque en extérieur depuis aujourd'hui, comme à Paris, à Lyon ou encore dans les Hauts-de-Seine. Et qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas ces restrictions, Marie ? Alors, si vous ne respectez pas les règles de distanciation sociale, si vous ne portez pas votre masque ou encore si vous consommez de l'alcool sur la voie publique, vous risquez une amende de 135 €. Il y aura de nombreux contrôles toute la soirée et toute la nuit. Et rapidement, il y a aussi les traditionnelles mesures pour éviter les troubles à l'ordre public. Oui, à Strasbourg, notamment, où la nuit de la Saint-Sylvestre est régulièrement marquée par des violences urbaines. Près de 2000 policiers, gendarmes et pompiers vont être mobilisés ce soir pour limiter les risques d'incendie de voitures. Certains secteurs seront interdits au stationnement. Les automobilistes pourront garer leurs véhicules dans un parking gardé et sécurisé. Toujours pour éviter les violences, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un parent a été instauré à partir de 22h à Strasbourg, mais aussi dans 6 communes limitrophes. Et puis enfin, la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice sont interdits dans de nombreuses agglomérations françaises. Merci beaucoup Marie. Juste parce qu'en introduction, j'ai dit 95 000 forces de police. On est bien d'accord ? C'est 95 000 forces de police et 30 000 pompiers qui sont mobilisés aujourd'hui. Exactement, 95 000 policiers et gendarmes et 32 000 pompiers mobilisés pour cette soirée du Nouvel An. Bon, merci encore Marie pour toutes ces précisions. Philippe Bilger, on vit quand même une période particulière avec des restrictions qui reviennent. On a l'impression de vivre une histoire sans fin. C'est assez effrayant, même si c'est totalement nécessaire. J'allais faire de l'humour noir, mon cher Elliot, en disant heureusement qu'il y a l'horreur des talibans pour nous démontrer qu'on vit dans une douce démocratie. Mais je pense que c'est nécessaire. Moi, je n'ai aucune connaissance qui permette de battre en brèche ce que décide le pouvoir à l'heure actuelle. Il me semble qu'il n'a pas d'autre choix pour l'instant, quoi. Mais on a, Gabriel, quand même, ce sont des mesurettes, on en a parlé toute la semaine. Est-ce que ces mesures, alors que l'épidémie est en train de progresser à une vitesse folle, avec un variant aussi contaminant, est-ce que vous pensez que ces restrictions vont permettre d'endiguer en quelque sorte l'épidémie? Non, moi je suis frappée par cette somme d'interdictions vétilleuses dont on ne comprend souvent pas le sens. Alors, on a l'air d'être des mauvais citoyens si on commence à émettre des doutes. Il faut que l'on dise à l'unisson, pour lutter contre le Covid, il faut accepter aveuglément tout ce que dit le gouvernement. Non, pardon, quand aux enfants on apprend le sens critique, au moins on essaie de le faire, et les adultes ont le droit de l'exercer. Donc c'est vrai que toutes ces mesures, le port du masque en extérieur, alors ce masque, je ne vais pas vous refaire la séquence, mais enfin on a tout dit, on a dit tout et son contraire à son sujet. Et là, le porter en extérieur, il y a nombre de médecins qui disent que c'est inutile, et pourtant on va sanctionner des gens parce qu'ils ne le porteront pas. Et à côté, on nous parle, et le contraste est frappant, de ces voitures qui vont brûler, parce qu'on nous raconte que inexorablement, il y aura des voitures qui brûleront. On nous en parle comme si c'était une catastrophe naturelle, comme si c'était inexorable. Et je suis frappée que là aussi, l'interdiction, elle ne frappe pas
celle dont vous avez parlé, elle frappe aussi les conducteurs de voitures. On leur interdit de se garer là. Vous voyez, ils sont forcés d'aller se garer dans un parking. C'est pas très commode quand on est âgé. Enfin, et le mot interdiction avait été banni de notre société, même dans les écoles. Je sais pas si vous avez marqué. La coercition, elle avait été bannie. On fait signer des chartes aux enfants, c'est un peu ridicule. À 5 ans d'ailleurs, on leur fait signer. Tu signes là, ton papa et ta maman signent là. Parce qu'on n'aime pas le mot interdiction. Et alors là, on renoue avec les interdictions multiples et variées. Pour une France qui est quand même une France bien élevée, qui obéit aux lois, qui est respectueuse, et ça devient prodigieusement agaçant. William Tay, pour revenir sur les forces de l'ordre qui seront sollicitées, plus de 95 000 policiers, on le sait, c'est une journée, une soirée sous haute tension pour ces forces de l'ordre. Rajouter une surveillance, rajouter ces contrôles pour le port du masque, est-ce que ce n'est pas un peu trop ? Alors, il y a deux sujets sur la question sécuritaire. En fait, on sait depuis les émeutes de 2005 que constamment, le 31 décembre au soir, il y a des violences continues, des voitures qui sont brûlées, etc. On n'arrive pas à endiguer le phénomène depuis 2005 et depuis les fameuses émeutes. Sur le deuxième point, sur la question sanitaire, la difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron a plutôt une doctrine claire depuis début 2021. En 2020, c'était plutôt catastrophique, mais depuis 2021, il a plutôt une doctrine claire qui est la même que celle de Boris Johnson au Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous vaccinez la population pour atteindre ce qu'il espère, l'immunité collective, et pour laisser circuler le virus. La difficulté, c'est qu'en même temps, il fait ça. Sur le plan sanitaire, ce qui est plutôt cohérent, et donc du coup, ce qui conduit à la mesure du pass sanitaire transformé en pass vaccinal. Et la difficulté, c'est qu'il y a une partie de son électorat, notamment retraité, qui est demandeur de mesures de protection supplémentaires, et c'est pour ça qu'il est obligé, au vu de la situation, de prendre des mesures. Mais ce n'est pas uniquement sur le plan sanitaire, c'est sur tous les plans. À chaque fois que vous avez un fait divers, les présidents ou le gouvernement est toujours incité à prendre des mesures de plus en plus fortes. À chaque fait divers, il y a une personne qui se fait tuer, il faut prendre une mesure sécuritaire. Il y a une personne qui se fait renverser, il faut prendre une mesure à tout niveau. Et donc c'est pour ça qu'il prend ces mesures qui ne sont pas forcément cohérentes avec sa doctrine, uniquement pour répondre à des besoins électoraux, alors que dans 100 jours, comme vous l'avez appelé, nous aurons le premier tour de l'élection présidentielle. Sur la question de la sécurité, très rapidement, je vous donne des chiffres. Le nombre de voitures brûlées, par exemple, entre 2018 et 2021, a baissé de 3% par rapport au quinquennat précédent, 1000 de moins. Les incendies de poubelles ont baissé de 7%, 1300 de moins. Les violences collectives sur les forces de secours ont diminué de 16%. Également pour les jets de projectiles. Mais on est sur des chiffres quand même qui sont très importants, Philippe Bilger. Elliot, je voudrais peut-être de manière abusive attirer l'attention sur une perversion de l'esprit moderne. Je suis persuadé que la mansuétude qu'on a eue durant des années pour ces voitures brûlées, notamment au neuf, venait du fait que peu à peu on assimilait le plaisir à la dégradation. Je suis frappé de voir comme on a complaisamment vanté parfois ces feux de voiture, et je voudrais référer ça à ces mariages qui de plus en plus sont dégradés par la violence. C'est comme si on avait accepté le fait qu'aucune fête ne pouvait plus se dérouler sans violence. On écoute Mathieu Vallet, responsable syndical, qui était sur notre antenne avec Patrice Boisfer. Là, ce qu'il faut que les gens sachent et qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que les policiers ne passeront pas le 31 aux côtés de leurs proches et de la famille, et qu'ils le passeront aux côtés des Français, comme à Noël d'ailleurs, pour les protéger. C'est ça la noblesse du métier de policier. Et comme les soignants, comme les gendarmes et les pompiers, on sera sur le qui-vive ce soir pour que les gens puissent faire le réveillon du 31 en toute sécurité, et que s'ils ont besoin de nous, la question ne se pose même pas, on sera présent. Et la dernière chose aussi qui nous embête, il faut le dire, c'est peut-être pas correct politiquement, mais les discothèques ont été fermées, les professionnels de la nuit sont vachement impactés depuis le début de la crise, et on sait bien que fermer des discothèques, ça encourage les soirées clandestines, parce que les jeunes veulent faire la fête, parce que les jeunes n'ont pas de lieu officiel où on avait un contrôle d'identité à l'entrée des discothèques, où il y avait le port du masque obligatoire, où il y avait le pass sanitaire exigé. Là, dans des soirées clandestines, on a souvent dans des 50-60 mètres carrés des personnes qui peuvent se regrouper à 50 ou 100 avec des DJ et de la vente de boissons alcoolisées. Donc ça va aussi compliquer la tâche. La crainte qu'on a, par contre, c'est qu'on ait une multiplicité des soirées clandestines, parce que lors de la précédente vague de confinement, on avait fait face à une explosion de soirées clandestines avec des problèmes dans le public, que ce soit en extérieur ou en intérieur, qu'on avait pu constater, auxquels les policiers avaient dû faire face. Ce que nous explique Mathieu Vallet, c'est que les mesures qui ont été prises pourraient être contre-productives. C'est-à-dire que vous allez avoir des fêtes clandestines plutôt que d'avoir des gens dans des bars ou des restaurants avec un contrôle sanitaire. Non, mais il est clair que les mesures qui ont été prises par le préfet, sur l'Île-de-France en particulier et sur d'autres départements, relèvent de la mesure qu'on va qualifier de psychologique en mettant des guillemets, plutôt que de l'efficacité sanitaire. Donc moi je vous rejoins, Gabriel, là-dessus. On peut émettre quelques critiques
sur ces mesures, notamment le max à l'extérieur, sur lequel il y a un relatif consensus. Et les policiers ont autre chose à faire que de contrôler que les gens portent un max à l'extérieur, parce que par ailleurs, là Mathieu Vallet en parle aussi, ce rituel des quartiers, même s'il est en légère diminution, il est quand même, comme vous le disiez, à un niveau très élevé. Et ça, c'est un problème très concret, dont il faudrait prendre toute la mesure, qui veut dire qu'il y a un certain nombre de quartiers. Jérôme Fourquet en a fait une très belle analyse dans le Figaro cette semaine. Il y a un certain nombre de quartiers qui passent sous la coupe de voyous. Il ne faut pas oublier que les voitures brûlées, ils appartiennent aux habitants de ces quartiers. Donc les habitants de ces quartiers sont les premières victimes de ce rituel extrêmement malsain et extrêmement coûteux. Et que là, on a des vrais sujets. On sort de nos débats tout à l'heure sur l'imaginaire pour revenir au réel. Et là, on a des quartiers qui sont sous coupe de voyous. Moi, ça m'intéresserait de savoir s'il y a un rapport entre ces voitures brûlées et la présence de trafiquants de drogue qui tiennent une partie de ces quartiers. Ça me paraît être un point intéressant. Là, on est dans une logique que je qualifierais presque de mafia, c'est-à-dire qu'on défend un territoire. En fait, le message, c'est de dire ce territoire, c'est nous qui le contrôlons. Et d'ailleurs, y compris aux propres habitants du dit quartier. Et donc ça, je trouve que ça, ce sont des vrais problèmes sur lesquels les politiques doivent plus que se pencher, s'en occuper. Et de ce point de vue-là, Mathieu Vallet a raison de dire que les policiers ont autre chose à faire que de faire du contrôle de masques. Non, mais c'est de fait, la presse, on lit dans la presse, moi, ça m'étonne, j'avoue, que ce sont désormais des traditions festives. Alors, pardon, ce ne sont pas mes traditions, ce ne sont pas non plus les traditions françaises. Hein. Donc, je ne crois pas que la moyenne des gens prennent ça comme des traditions festives dont il faudrait s'accommoder. Qu'on sorte les cotillons et les langues de belle-mère, je veux bien, mais pas les voitures brûlées. Mais vous avez raison de dire que c'est une façon de marquer le territoire comme une autre, mais aussi, vous évoquiez les mariages communautaires qui se terminent mal, c'est une autre façon. Et il y a une dichotomie que vivent des gens intensément, qui est souvent une France silencieuse, mais dont la colère peut démarrer. Vous savez, c'est un peu un moteur diesel, ça met du temps à démarrer, puis après, une fois que c'est parti, c'est compliqué de l'éteindre, qui se disent, mais finalement, il y a toute une forme de mansuétude avec ces violences. On dit, on n'arrive pas à les endiguer, c'est compliqué, vous savez, c'est pas grave, vous n'avez qu'à pas aller garer votre voiture là, garer là ailleurs, puis de toute façon, il y aura l'assurance qui paiera, on va se débrouiller. Donc une certaine mansuétude avec ceux qui commettent ces actes-là, de fait, puisqu'on n'arrive pas à les juguler, et puis une autre France qui, jusqu'à la crise Covid, observait ça silencieusement et trouvait quand même bizarre qu'on ne fasse rien, mais qui aujourd'hui en plus se fait taper sur la tête dans le cadre des mesures de la crise sanitaire. C'est-à-dire que ce sentiment de fort avec les faibles, faible avec les forts, est décuplé du fait de la crise sanitaire. Quand votre enfant se balade dans la rue, il enlève son masque et parce qu'il a pris son téléphone, et c'est arrivé dans les mois, dans l'année dernière, à plusieurs parents, et il se fait verbaliser. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ça, ce qui est arrivé ce matin. Et je ne voulais pas la raconter. Une personne, ce matin, sort de chez elle. Elle va pour aller au travail. Il n'y a personne dans la rue. Elle allume une cigarette. Alors évidemment, c'est pas bien de fumer. Le masque est sur le menton. Hein. Elle est interpellée. Alors c'est ça que j'ai pas réussi à savoir, mais je pense que c'était la police municipale. Ouais. Une agent, elle lui dit Monsieur, vous ne respectez pas la règle là. Mais vous voyez bien que je suis en train de fumer une cigarette. Dit, oui, mais alors quand vous fumez, lorsque vous respirez, etc., vous devez chaque fois que vous tirez chaque bouffée de cigarette, vous devez remettre votre masque. Sinon, vous êtes verbalisé. Je crains que cette policière municipale soit levée de très mauvaise humeur et qu'elle ait eu envie de la... Non, mais vous imaginez quand l'autorité est bête, c'est dévastateur. Ouais. Parce que c'est totalement faux ce que dit cette policière. C'est pour ça que j'ai été surpris, mais bon, vous voyez ce qui... Enfin, la règle intimement l'ordre de ne plus boire dans les trains, pardon, mais il va falloir qu'on l'explique également. Hein, c'est quand même dramatique. L'inconvénient de toutes ces règles tatillonnes... Et je voulais pas le dire au début, mais comme vous parliez de ces mesures... Le grand défaut de ces règles tatillonnes, c'est que ça réveille chez une minorité de gens qui ont une capacité de contrôle une âme de petit chef qui est détestable. Je sais pas, ou sinon qu'eux-mêmes sont parfois perdus pour faire... Ah si, moi je pense que c'est plutôt ça. Votre histoire de ce matin... À force de remettre des mesures de non-sens, eux-mêmes se perdent. Bien sûr. La pub, et ensuite, on va parler de la crise sanitaire. Le variant Omicron qui gâche la fête du 31. A tout de suite sur CNews. Bientôt 15h sur CNews. Merci d'être avec nous pour la troisième et dernière partie de la belle équipe. On est toujours avec Philippe Bilger, Philippe Guibert, William Tay et Gabriel Cluzel. On va parler de la crise sanitaire dans un instant. Mais avant cela, un rappel des titres avec vous, Audrey Berthaud.
Bonjour Elliot, bonjour à tous. Le port du masque en extérieur est de nouveau obligatoire dans plusieurs villes de France depuis aujourd'hui, et notamment à Paris, où on va retrouver Yann Effelé. Yann, vous êtes sur l'île de la Cité. Je crois qu'avec le beau temps, aujourd'hui, la mesure a du mal à passer. Oui Audrey, pour tout vous dire, la mesure était beaucoup mieux respectée ce matin. On vient des Champs-Élysées, nous avons circulé sur les quais et pour tout vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont abaissé le masque ou même qui ne le portent pas du tout, et cela pour au moins 2 raisons. La première, vous l'avez deviné, il fait beau et dans cette atmosphère printanière, nombreuses sont les personnes qui ont envie de profiter des rayons du soleil, de bronzer. On voit beaucoup de gens en terrasse. La deuxième raison, vous la voyez sûrement derrière moi, il y a de nombreux touristes à Paris actuellement et on leur a posé la question. Ils sont nombreux à tout simplement ne pas être au courant, eux, de cette mesure. Alors les détails de cette mesure, je vais vous les rappeler. Toute personne dehors à Paris de plus de 11 ans qui n'est pas dans un véhicule ou qui ne fait pas de sport doit porter le masque. Cette mesure est aussi valable dans les autres départements d'Île-de-France, mais aussi à Lyon, Villeurbanne, Dijon, dans de nombreux territoires de l'ouest et du sud de la France. Et puis un dernier mot pour ceux qui pensaient que c'était une bonne idée d'aller en vacances à la montagne pour échapper à cette mesure. Mauvaise nouvelle, la plupart des stations des Alpes imposent désormais le port du masque à l'extérieur. Merci beaucoup Yann Effelé, on vous retrouvera un peu plus tard dans nos éditions. Et c'est déjà la fin de ce journal, je vous laisse tout de suite avec Elliot Deval et ses invités pour la belle équipe. Merci beaucoup Audrey, belle dernière journée donc 2021. Vous avez des vœux en 2022 Audrey ? Bien écoutez, réussite, travail, et puis voilà, on verra. Pas mal, réussite, travail. Et vous Philippe Bilger ? J'ajouterais bonheur. Comment ? Bonheur. Bonheur. Philippe Guibert, l'amour. William Tay. Que la réussite individuelle se conjugue avec la réussite collective. Et personne dit la santé. C'est-à-dire que là, on en parle depuis maintenant 20 mois de la santé, et personne la santé. Installez-vous, Gabriel. Quels sont vos vœux de 2022 ? Que les Français retrouvent l'espérance. Ah, l'espérance. Peut-être que ce sera un mot sent les altruistes employé par Emmanuel Macron ce soir, lors de ses vœux à 20h, à découvrir sur l'antenne évidemment de CNews. Et puis nous, on sera en direct de 23h à 1h du matin, émission spéciale, direct 2022. On a plein de surprises, des temps forts. On va revenir sur les moments forts de l'année 2021, ce qui va se passer en 2022. On est à 100 jours de la présidentielle. Et puis, on va quand même débattre. Dans la bonne humeur, comme pendant la belle équipe. On parle de la crise sanitaire à présent. Une nouvelle fois, le Covid vient gâcher la fête. On a beau prendre toutes les mesures ou mesurettes. À la fin, c'est Omicron qui gagne. Pour l'instant, du moins. Les Français sont résilients. Et avant de se retrouver ce soir, c'est la ruée sur les tests. Écoutez ces quelques Français. Oui, on s'est passé le mot. Et toutes les personnes se font tester ce matin pour pouvoir passer une bonne soirée ce soir. Parce qu'une personne n'est pas vaccinée dans le groupe, donc on la protège. Après, on ne peut jamais trop savoir si tout le monde se fait tester. Mais on a vraiment demandé à ce que tout le monde le fasse. À mon avis, ce soir, il y aura pas mal d'excès. Donc du coup, l'idée, c'est d'être sain pour faire la fête. Alors 2 chiffres quand même qui sont importants. 1 personne sur 10 est cas contact en France selon le ministère de la Santé. Et 6 200 000 Français se sont testés les 13 et 19 décembre, entre le 13 et le 19 décembre dernier. Regardez ces chiffres, c'est le point sur l'épidémie en France. Plus de 206 000 cas confirmés, 18 300 hospitalisés et 3 500 en réanimation. L'hôpital est en train de tanguer. Voyez ce sujet avec Marine Mulsé, on en débat juste après. Face à la vague Omicron, le patron de la PHP, Martin Hirsch, alerte. La première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute. En Angleterre, où l'épidémie a quelques jours d'avance sur la France, 25% des soignants ont été arrêtés. En France aussi, le nombre d'arrêts maladie se multiplie dans les hôpitaux. On démarre avec plus de postes vacants, un risque d'absence doublé par rapport au risque habituel. Un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1500 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant. Selon des premières données de l'Institut Pasteur, le variant Omicron serait plus contagieux, mais moins virulent que Delta. Et la vague pourrait rester gérable. Ce spécialiste se veut optimiste. Les 5 premiers jours de décembre, vous avez 0,20% de mortalité. Les 5 derniers jours, donc depuis hier, 0,16%. On ne peut pas dire que Omicron arrive comme quelque chose de plus grave que ce qui se passait avant. Pour éviter une pénurie de personnel à l'hôpital, une consigne ministérielle prévoit déjà que les soignants positifs mais asymptomatiques continuent de travailler. Philippe Guibert, c'est ça aussi la grande crainte, c'est que l'hôpital soit en grande difficulté pendant cette... Oui, on a quelques semaines
cet Omicron est beaucoup plus contagieux, mais qu'il est quand même beaucoup moins dangereux. La létalité est beaucoup moins forte, le nombre de personnes qui vont en réa est beaucoup moins fort. Donc on a une grande difficulté au mois de janvier qui est liée à l'absentéisme et donc au risque de désorganisation, en particulier de l'hôpital. Évidemment, ça peut être très très embêtant à l'hôpital. Mais gardons quand même en tête, devant ces quelques semaines qui vont être très difficiles, le fait que là, on est peut-être à un tournant de l'épidémie, c'est ce que disent certains spécialistes, où la Covid devient une maladie de moins en moins grave et à terme de plus en plus bénigne. Ce qu'on ne pouvait pas dire avant, c'est-à-dire une grippette, pourrait le devenir dans les semaines à venir. Exactement. Et donc, d'ailleurs, je crois, c'était un de vos invités cette semaine qui disait que le nombre de jours d'isolement recommandé par la Haute Autorité de Santé devrait être un peu réduit parce qu'Omicron met moins de temps à être à contaminer et met moins de jours à contaminer potentiellement. Donc si on est vacciné, cette maladie devient peut-être un gros rhume, ce qui change beaucoup de perspectives pour ceux qui sont vaccinés. Vous savez ce qui est très frustrant, Philippe Bilger? Non, Elliot. C'est que l'émission est terminée. Déjà. Je suis désolé d'avoir pris. Franchement, c'est allé si vite. Ah oui, parce qu'il y a... Après, dans un instant, il y aura le Zap politique, les temps forts de l'actualité politique. C'est la rançon de votre excellente décision. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, déjà, je voulais vous souhaiter à tous les quatre une belle fin d'année. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année 2022, ça porte la poisse. Donc là, ça, je ne le dis pas, je le dirai après minuit, bien évidemment. C'était un plaisir de pouvoir vous retrouver tous les quatre. C'était un plaisir également de découvrir la belle équipe cette semaine. Lundi prochain, vous retrouverez bien sûr Clélie Mathias, qui manage d'une main de maître cette émission. Donc merci à tous les quatre. Profitez de cette journée. Philippe, vous ne vouliez pas faire la fête. Faites quand même un peu la fête, mais faites attention. Rassurez-vous, je ferai une fête tout de même. Bon, très bien, c'est un plaisir. L'info se poursuit sur CNews, le Zap politique, et ensuite c'est Barbara Klein qui prend le relais. Prenez soin de vous. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. Honnêtement, le couvre-feu réel aurait pu avoir des effets désastreux, à mon sens. C'est-à-dire que les gens vont évidemment faire des soirées, et donc il est préférable que les gens puissent rentrer chez eux et pas passer la nuit avec potentiellement plein de gens, parce qu'ils se sentiraient bloqués par ce couvre-feu. Et évidemment, personne ne va croire qu'une autorisation de déplacement professionnel marche un 1er janvier à 4h du matin, quoi. Donc ça augmente l'effet. Donc moi, je suis pour le coup assez satisfait du fait qu'ils n'aient pas mis en place de mesures de couvre-feu, parce que je pense qu'elles auraient eu un effet négatif. Profitez évidemment de votre nouvelle année, mais de manière soft, d'une manière réinventée, d'une manière en plus petit comité. Testez-vous avant d'aller en soirée, évidemment. Mais vous savez qu'ils vont aller en soirée. Mais bien sûr. La jeunesse n'est pas là pour obéir, et encore moins un préfet, et encore moins un ministre. Les règles, elles sont pas, et c'est là où c'est intéressant. Les règles qu'on pose, c'est pour embêter personne. C'est qui notre ennemi ? C'est pas le gouvernement, c'est le virus. Il faut qu'on fasse gaffe, et pour faire gaffe, test, gestes barrières et vaccins. À celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés, je le dis non pas comme une menace. Je suis ministre et je suis aussi médecin. J'ai de l'empathie pour toutes les personnes et je traite toutes les personnes de la même manière, sans distinction. Mais je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte. Et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus et les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je le dis avec un peu de solennité, de la même manière que je dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, je le dis aussi aux personnes fragiles par leur âge ou leur état de santé, qui n'ont pas encore bénéficié du rappel. Protégez-vous dans la période, protégez-vous dans les jours qui viennent, ne prenez pas de risques, évitez les contacts sociaux trop rapprochés et trop nombreux. Le virus circule beaucoup. Cette politique est délétère, car vous faites semblant de ne pas voir la différence entre vaccination et passe sanitaire ou vaccinal. La vaccination est, nous en sommes convaincus, un moyen sûr de lutter contre l'épidémie. En revanche, les passes n'ont rien de scientifique. Ils sont une manière spécifique de gouverner le pays en faisant du vaccin un critère d'accès à certains lieux du quotidien.
Vous confondez à dessein l'un et l'autre pour mieux taxer d'obscurantistes toute critique de votre politique. Peu importe que l'Organisation mondiale de la santé se prononce contre l'obligation vaccinale, qu'elle alerte sur le risque de prolongation de la pandémie avec des programmes de rappel sans discernement, que le Conseil scientifique s'interroge sur l'efficacité du pass sanitaire, que la CNIL ou la Défenseure des droits demande des garanties en termes de liberté publique, mais pour La République en marche, science sans contrainte ne serait que ruine de l'âme. Ce projet de loi répond ainsi à la reprise épidémique de manière efficace et graduée. Il fait le choix de la science, il fait le choix de la responsabilité, c'est le choix que nous faisons depuis le début de la crise sanitaire. D'autres pays autour de nous ont fait d'autres choix, notamment en Europe, et notamment des pays du nord de l'Europe qu'on m'a maintes fois cité en exemple en m'expliquant qu'ils ne faisaient rien et que tout se passait très bien. Ce sont des pays qui désormais ont fermé bars et restaurants, ont fermé cinéma, ont fermé lieux de culture, ont limité les déplacements. J'imagine que les parlementaires qui se faisaient un malin plaisir de me rappeler que tel ou tel pays n'avait jamais pris de mesures et s'en sortait très bien, aujourd'hui ne m'en parleront pas. Il y a quand même un sujet, c'est les tests sont gratuits pour les personnes vaccinées, ils ne sont pas gratuits pour les personnes non vaccinées. Oui. Ça, encore une fois, c'est absurde. Ça, c'est 5 € un autotest, monsieur. Vous décidez de ne pas vous faire vacciner, vous pouvez payer 5 € un autotest. Oui, mais on ne sait pas si on le fait correctement, etc. Si vous avez un symptôme, c'est gratuit aussi. Moi, j'ai plus confiance dans le fait que ces tests redeviennent gratuits, que les gens, qu'il n'y ait pas de frein en fait financier au fait d'aller se faire tester. Ça me semble être une mesure de bon sens, pour le coup, je reviens sur ça, mais ça me semble être une mesure de bon sens. Je ne parlerai plus de vagues s'agissant d'Omicron. J'ai parlé de lame de fond, ce phénomène marin que beaucoup connaissent, qui consiste à avoir une accumulation de vagues qui se conjuguent en une seule vague plus forte. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Les chiffres qui seront publiés ce soir par Santé publique France montrent l'augmentation continuelle du nombre de contaminations dans notre pays. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. J'ai fait un rapide calcul avant de vous rejoindre. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Plus de 2 Français chaque seconde. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Jauge limitée à 2000 places, c'est l'immense majorité des salles de spectacle et des théâtres sur l'ensemble du territoire qui continuent de la même façon, respectant les consignes sanitaires, le port du masque, le pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal. Donc voilà, nous sommes dans une démarche d'anticipation pour faire en sorte que l'épidémie Omicron ne nous submerge pas et que nous puissions ainsi protéger le monde de la culture. Le monde de la culture n'est absolument pas la variable d'ajustement. Le monde de l'événementiel était très inquiet. Et il nous avait écrit à Bruno Le Maire le monde des foires, des salons, parce qu'il pensait qu'ils étaient pris dans ces rassemblements et que du coup, ils devaient se contraindre aussi à ces 2000 personnes en intérieur. Eh bien, je veux leur dire que dès lors que ce sont justement ce qu'on appelle des établissements recevant du public qui sont circulants, eh bien, ils ne sont pas concernés par ces jauges. C'est que l'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges. En revanche, il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole, il précise naturellement qu'il faut mettre en place des voies de circulation, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une trop grande proximité, etc., entre les stands, entre les gens, etc. Si les gens craignent le fait d'être contaminés, ils n'iront pas dans ces meetings de toute façon. Ils le regarderont sur Internet parce que vous l'avez dit, nous les diffusons sur Internet, c'est mon travail. Et vous avez été assez sympathique de dire que c'était bien fait. Donc les gens qui craignent d'être contaminés, qui ont peur pour leur santé, n'iront pas dans ces meetings-là. Les gens qui iront dans ces meetings-là iront je pense, et c'est ce sur quoi nous comptons, avec esprit de responsabilité, en mettant le masque, en respectant les gestes barrières, en faisant attention. C'est ce qu'on a constaté dans le dernier meeting qu'on a fait.
C'est bien la Constitution qui pose la règle, qui dit vous ne pouvez pas réduire, poser une jauge. Par contre, quelle indécence de certains partis politiques, quelle irresponsabilité. Il y a aujourd'hui la France Insoumise qui s'est déjà exprimée, et de mémoire, il y a le Front National qui s'est également exprimé sur le sujet en disant nous n'appliquerons pas ni les jauges ni le pass sanitaire. Eh bien, c'est irresponsable. Quand on est prêt à demander la confiance la plus ultime pour les plus grandes responsabilités de l'État, eh bien, on protège les gens qui viennent. Et c'est pour ça que nous, la majorité présidentielle, appliquera les jauges pour ces meetings politiques, alors que ce n'est pas une obligation. 2 meetings politiques qui sont prévus pour ces 2 formations politiques. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et LFI de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est plus la France insoumise, c'est la France irresponsable à ce stade. La France insoumise, à l'Assemblée, a systématiquement voté contre tout ce que nous avons proposé dans le cadre de cette pandémie. On nous accuse, on nous fait un procès en déni de démocratie. C'est la 12e fois que le ministre est au banc. C'est la 12e fois. Donc c'est vraiment la France irresponsable. Les oppositions sont irresponsables pour celle-ci. Quant aux autres, et là je pense particulièrement à Madame Pécresse, mais où est-elle Madame Pécresse? Elle a proposé de fermer les écoles, Madame Pécresse, ou de reporter la rentrée des classes. Comme certains médecins. Comme 50 médecins, mais ça n'est pas la majorité des médecins qui pensent cela, ça n'est pas la majorité des familles et des élèves qui veulent cela, Monsieur Gougelot. C'est tout à fait l'inverse. Et depuis, on ne l'entend plus. Je pense qu'elle est à la boule en train de se reposer, elle a bien raison. Oui, le virus circule chez les enfants. Il circule à l'école, il circule à la maison. C'est pourquoi d'ailleurs un protocole scolaire sanitaire a été élaboré. C'est pourquoi il est révisé régulièrement en fonction de l'état de circulation du virus et en fonction de l'état des connaissances scientifiques. Oui, nous assumons de sanctuariser l'éducation des enfants. En fonction du degré de Covid, eh bien on change. Vous avez vu, il y a à peine avant les vacances scolaires, nous avons réimposé, et ça fait mal au cœur, je vous assure, le masque dans les cours d'école. Alors même que les piou-piou, on sait qu'ils en avaient marre de ce masque. Mais pourquoi? C'était pour protéger la dernière semaine, c'était pour protéger les vacances de fin d'année. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que l'école, c'est le lieu qui permet à chacun que ce Covid, que 2 ans de crise sanitaire, ce virus contre lequel on lutte, eh bien, ne crée pas des inégalités plus importantes que ce qu'on connaît déjà. Évidemment, nous regardons toujours les choses parce que ce qu'il se passe dans la société se reproduit bien sûr en miroir dans l'école. Donc plus le virus circule dans la société, plus il circule dans l'école. Néanmoins, notre détermination, et elle est inchangée depuis le début de la crise, bien sûr, c'est de tout faire pour maintenir nos écoles ouvertes. On sait combien c'est important pour nos enfants, pour les professeurs, pour les familles. Donc c'est vraiment notre objectif. Et en ce sens, nous ne cessons d'adapter les protocoles et les mesures pour protéger nos professeurs et nos élèves. Il y a par ailleurs des travaux, je l'ai dit en conférence de presse, d'adaptation de la doctrine d'isolement pour les cas contacts et pour les cas positifs. Il y aura un avis du Haut Conseil pour la santé publique d'ici au 31 de cette année, 31 décembre. Et donc, j'aurai l'occasion de communiquer dans les heures et les jours qui suivront le rendu de cet avis. Vous aurez bien compris qu'avec 10% de Français cas contact, on ne peut pas priver la France de la continuité de fonctionnement des services publics et privés et que nous avons d'autres moyens de garantir un haut niveau de protection de la population sans pour autant entraîner de paralysie du pays. Quand on a un protocole qui impose ces 3 jours de télétravail, évidemment, si le poste est télétravaillable, alors le salarié doit respecter ces règles. Il est obligé, donc, de télétravailler. Oui. Enfin, l'objectif, c'est que ce soit les postes télétravaillables qui le soient. On ne va pas demander aux entreprises de changer leur activité. Donc, je pense que chacun peut comprendre qu'aujourd'hui, c'est important de réduire les interactions entre les salariés, de réduire aussi les interactions dans les déplacements, à l'heure des repas. Donc c'est pour ça qu'on veut imposer ces règles et qu'on a décidé d'imposer ces 3 jours minimum. Évidemment, il faut que les postes le permettent et que l'activité de l'entreprise puisse se continuer. 70% des patients qui sont en réanimation dans les hôpitaux parisiens ne sont pas vaccinés. 70% ne sont pas vaccinés. Et sur ceux qui sont vaccinés, notamment ceux qui, malgré les 3 doses, font des formes graves, 80% d'entre eux sont à la base immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles ou pas suffisamment sensibles au vaccin. Ces chiffres-là attestent de l'efficacité d'une vaccination à jour et notamment d'une 3e dose. Si vous êtes à distance d'une 2e dose, les statistiques montrent que vous n'avez plus de niveau de protection suffisant face à des contaminations, y compris par le variant Omicron. Et que si vous êtes à jour de votre 3e dose, vous avez un risque qui réduit énormément. Et donc dans les hôpitaux, ne vous y trompez pas, pardonnez-moi, on trouve des personnes non vaccinées et des personnes immunodéprimées.